Tu es en vie, donc tu n'as pas besoin de la totalité des 750 000 $, a dit ma sœur. J'ai besoin de capital pour ma marque. Maman a qualifié cet argent de « coup de chance ». J'ai fait glisser un document de l'autre côté de la table. D'accord, signe ici. Elle a signé sans lire. 3 jours plus tard, elle était sur mon paillasson me suppliant de l'annuler. La photocopie de la ventilation de mon indemnité posée sur la table basse en chêne de ma mère portait mon nom imprimé en haut, et dans la marge inférieure de la page, ma sœur avait déjà écrit le numéro d'acheminement du compte professionnel de la motion à l'encre bleue. Le papier était épais et rigide sous le bout de mes doigts, et tandis que je traçais les chiffres en relief, un œuf froid et familier s'est formé dans mon estomac. À 38 ans, après avoir passé une décennie à travailler comme spécialiste indépendante des opérations et de la conformité, je savais lire les documents, les gens laissaient toujours leurs véritables intentions dans les marges. Le claquement sec des pas de Paige arpentant le tapis persan vintage résonnait dans le salon silencieux. L'odeur lourde et douce de son parfum au jasmin masquait complètement l'odeur de la tisane que j'avais préparée, rendant l'air épais et difficile à respirer. « Tu es en vie, Lorraine » a dit Paige. Elle a cessé de faire les 100 pas et a pointé un doigt manucuré vers la lettre d'indemnisation. « Tu as survécu, donc tu n'as pas besoin de la totalité des 750 000 $. Ma mâchoire s'est crispée, une ligne acérée de douleur nerveuse a tiré le long de ma jambe droite, une sensation de brûlure qui a commencé à ma hanche et a élancé jusqu'à ma cheville. J'ai déplacé mon poids, m'appuyant lourdement sur la canne en aluminium pressée contre le bras de mon fauteuil à fleurs. L'embout en caoutchouc a grincé contre le parquet sous le bord du tapis. J'ai besoin de capital pour ma marque, a continué ma sœur, ignorant complètement mon inconfort évident. Le contrat de vente au détail pour la motion se conclut le mois prochain et nous sommes à court de financement de transition. Ma mère était assise sur le canapé en face de moi, remuant calmement du miel dans son thé à la camomille. La cuillère en argent teinte en rythme contre la porcelaine délicate. C'est vraiment un coup de chance, Lorraine, a dit Judith doucement. Cet argent pourrait sauver l'entreprise. Me demandez-vous un don, un prêt ou un investissement, ai-je demandé, ma voix sortant parfaitement calme, ne trahissant rien du feu qui brûlait derrière mes côtes. Paige a levé les yeux au ciel et a croisé les bras sur son chemisier en soie. La famille ne fait pas payer d'intérêt à la famille, tu sais que je suis solvable. Tu as toujours aidé Paige pour les opérations auparavant, a ajouté ma mère. Elle a pris une gorgée lente et élégante de son thé. C'est juste une autre façon de la soutenir. Nous avons travaillé si dur pour bâtir cette marque et ce serait une terrible honte de la perdre maintenant juste parce que tu te cramponnes à un versement. J'ai observé ma mère attentivement, la femme qui m'avait élevé utilisait toujours le mot « nous » lorsqu'elle parlait du succès financier de la marque, mais elle utilisait exclusivement le mot « tu » lorsqu'elle faisait référence au mois d'agonie que j'avais passé à l'hôpital. L'hypocrisie avait un goût de cendre dans ma bouche. Un souvenir soudain a traversé mon esprit, l'odeur humide et métallique du centre de traitement, Paige debout au milieu de la travée 4e faisant signe d'un geste de la main pour balayer mes inquiétudes, me disant que je me souciais trop des protocoles de sécurité et des délais. Puis le fracas assourdissant des râteliers de stockage en acier s'effondrant. J'ai repoussé ce souvenir et je me suis concentré sur le papier assis devant moi. Si vous voulez l'argent, j'ai besoin d'une demande formelle par écrit. J'ai besoin de savoir exactement combien vous demandez, à quoi serviront les fonds et le calendrier précis du remboursement. Paige a poussé un soupir dramatique et exaspéré. Pourquoi dois-tu toujours être si rigide? Tu agis comme si j'étais une étrangère essayant de t'arnaquer. Je suis ta sœur. Je ne me suis pas disputé avec elle. Je savais qu'il ne servait à rien de débattre de la responsabilité avec quelqu'un qui considérait les limites comme des insultes personnelles. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans le grand sac en cuir posé à mes pieds et j'en ai sorti un document différent. C'était un contrat de 20 pages, épais et relié professionnellement, avec 3 onglets autocollants rouges vifs dépassant du bord droit. Je l'ai posé doucement sur le dessus de la ventilation de son indemnité. C'est une souscription de capital conditionnel et une autorisation d'accès au registre de la société, ai-je dit. Paige a fixé la tique pile de papier comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Cela veut dire qu'aucun argent ne sera transféré avant qu'un examen complet des registres ne soit effectué, ai-je expliqué en gardant un ton strictement professionnel. J'ai besoin de voir les journaux internes, les tickets de sécurité et l'historique de maintenance de la semaine de l'accident. Je vous recommande vivement d'apporter ceci à votre avocat d'affaires et de le lui laisser lire avant de signer quoi que ce soit.
Ma mère a posé sa tasse de thé avec un bruit sec, renversant quelques gouttes d'ambre sur la soucoupe. Lorraine, impliquer des avocats ne fera que retarder le contrat de vente au détail. Paige n'a pas le temps pour un examen qui s'éternise. À quelle vitesse l'argent est-il transféré après que j'ai signé, a demandé Paige. Elle fouillait déjà dans son sac à main de Marc pour chercher un stylo, ignorant complètement mon avertissement. Si les registres sont propres, ai-je dit en gardant mes yeux rivés sur les siens, le processus peut aller vite. Paige ne s'est pas donné la peine de lire la page de résumé, elle a feuilleté directement jusqu'à la fin, ses bracelets en or teintent contre la table en verre alors qu'elle cherchait les onglets rouges. Ma sœur a signé son nom avec des traits agressifs et bouclés, appuyant si fort que l'encre a failli traverser le papier juridique épais. Lorsqu'elle a terminé, la jeune dirigeante a fait glisser le document de l'autre côté de la table avec un sourire triomphant et satisfait d'elle-même. Voilà, a dit Paige. Maintenant tu peux arrêter de jouer les auditeurs et vraiment aider la famille. Judith a rayonné vers sa plus jeune fille, puis m'a regardé avec un hochement de tête approbateur. Tu vois, Lorraine, je savais que tu finirais par apprendre à faire passer ta famille avant toi-même. Je n'ai pas rendu son sourire. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'application appareil photo et j'ai pris une photo nette de la page de signature. J'ai ouvert mes messages et j'ai envoyé l'image haute résolution directement à Naomi, mon avocate en droit civil, la même à la table. Quand l'argent sera-t-il sur mon compte, a exigé Paige. Elle vérifiait déjà son téléphone pour voir s'il y avait des emails entrants. L'examen commence demain matin, ai-je répondu. J'ai appuyé mes deux mains sur les accoudoirs et je me suis levé lentement. La lésion nerveuse s'est réveillée, brûlante et vive, mais j'ai refusé de grimacer. Judith a tendu la main pour m'aider et j'ai retiré mon bras avant qu'elle ne puisse me toucher. J'ai marché vers la porte d'entrée en me concentrant entièrement sur le fait de garder des pas égaux et réguliers. Ne change pas d'avis, Lorraine, m'a crié Paige depuis le salon. Je suis sorti dans l'air frais du soir et j'ai descendu l'allée en briques jusqu'à ma berline. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé les portes et j'ai sorti mon téléphone. J'ai vérifié mon dossier d'envoi, les avis de conservation légale que j'avais rédigés avec Naomi étaient tous parfaitement alignés et prêts à partir, ils avaient toujours leur plein effet juridique. Mon téléphone a vibré contre ma paume. C'était Naomi. J'ai reçu la photo, a dit mon avocate, sa voix claire et professionnelle à travers le haut-parleur de la voiture. L'autorisation est parfaitement claire. Elle l'a signée en sa qualité officielle de directrice générale de Velamotion. Es-tu absolument sûr de vouloir appuyer sur la gâchette? Une fois que ces demandes de documents toucheront les fournisseurs et la compagnie d'assurance, ta famille saura que tu enquêtes sur eux. Envoie-les, ai-je dit. J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Puis j'ai fouillé dans ma boîte à gants et j'en ai sorti une simple chemise Manila. Je l'ai ouverte sous la faible lueur jaune du plafonnier. À l'intérieur se trouvait la photocopie d'une attestation d'opération temporaire tirée du dossier d'assurance officiel. C'était un document que je n'avais jamais vu avant mon accident, daté d'exactement 2 jours après l'effondrement des râteliers dans la travée 4. J'ai fixé la signature au bas de la page. C'était mon nom, parfaitement orthographié, mais l'inclinaison de la lettre L était 1 millimètre trop vive. Quelqu'un avait imité ma signature pendant que j'étais allongé sur un lit d'hôpital, en sang et inconsciente. Je n'avais pas besoin que ma sœur soit reconnaissante, l'argent n'avait jamais été la première chose que je voulais d'elle. J'avais juste besoin de savoir exactement quelle main avait signé l'arrêt de ma vie 6 mois avant l'accident. Le centre de traitement de Hartwell sentait le carton industriel et le café brûlé. Les lumières fluorescentes au-dessus de nos têtes bourdonnaient d'une note basse et constante qui me donnait mal à la tête en milieu d'après-midi. Je me tenais à un poste d'emballage, contournant manuellement une erreur d'acheminement qui menaçait de retarder 200 commandes de Velamotion. Ma sœur était occupée à faire une diffusion en direct sur ses réseaux sociaux, s'attribuant tout le mérite de la logistique fluide de sa marque de vêtements de sport. Pendant ce temps, c'était moi qui démêlais la véritable chaîne d'approvisionnement. Lorsque la dernière étiquette d'expédition a été imprimée, je ne suis pas simplement parti. J'ai ouvert le tableur-mètre sur ma tablette et j'ai enregistré mes 3 heures de gestion de crise. Par le passé, j'aurais supprimé cette entrée pour faire économiser de l'argent à l'entreprise, mais quelque chose avait changé en moi. J'ai ouvert une application bancaire distincte et j'ai transféré une partie de mes honoraires de consultante indépendante sur un tout nouveau compte d'épargne. Ce même après-midi, j'ai planifié la visite d'un petit appartement en copropriété à l'autre bout de la ville. Il avait un ascenseur, un parking sécurisé et 0 place pour les membres de la famille non invités.
Plus tard cette semaine-là, je m'assis à la table de ma cuisine avec un contrat de 20 pages provenant d'un nouveau client d'entreprise. Le papier était neuf et les conditions étaient strictement standards, mais j'ai quand même lu chaque ligne. Je lisais toujours avant de signer. Mon stylo a gratté contre la ligne de signature, laissant une empreinte sombre et nette de mon nom. J'ai numérisé le document, enregistré l'original dans mon classeur verrouillé et envoyé une copie par email au client. Ma mère est passée juste au moment où je fermais mon ordinateur portable. Judith a jeté un seul coup d'œil aux brochures immobilières étalées sur mon comptoir et a claqué de la langue. « Tu ne devrais vraiment pas séparer ton argent de celui de la famille en ce moment », a dit Judith. Elle a ramassé une brochure et l'a reposée sur le comptoir en granit. Paige se développe si vite qu'elle a besoin que tout le monde tire dans la même direction. Je fais ma part, ai-je répondu en empilant les brochures en un tas d'équerres, et je démissionne de mon rôle non officiel aux opérations chez Vela dans exactement 6 mois. Judith a pincé les lèvres. La femme qui avait passé des décennies à gérer l'image de la famille m'a regardé avec une profonde déception. Tu abandonnes ta sœur au moment même où elle est sur le point de nous rendre tous fiers. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste continué à ranger ma mallette. 3 jours avant l'accident, la tension dans l'entrepôt a finalement éclaté. J'ai rencontré Owen Park près des quais de chargement. Le technicien supérieur de Northline Industrial a essuyé la graisse de ses mains avec un chiffon rouge et a pointé du doigt la structure de stockage massif désignée comme la travée 4. Le verrouillage de sécurité sur le lève-charge automatisé est complètement foiré, a dit Owen, sa voix résonnant par-dessus le rugissement des tapis roulants. Si ce mécanisme glisse pendant que la ligne est en mouvement, tout le râtelier s'effondre. Vous devez retirer la travée 4 du service immédiatement. Marcus Reed, le chef d'équipe, est passé d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Il a essuyé la sueur de son front. Si nous fermons la travée 4, nous créons un goulot d'étranglement pour toute l'expédition du lancement de printemps. Paige va me tuer. Une expédition retardée peut être accélérée, ai-je dit à Marcus en gardant un ton ferme. Une colonne vertébrale écrasée ne peut pas être réparée. Ferme-la. Owen a hoché la tête, a sorti sa tablette renforcée et a généré le ticket de maintenance officiel. Il en a imprimé une copie papier et me l'a tendu. Les lourdes lettres noires ont indiqué clairement que l'équipement était dangereux pour le fonctionnement. Je suis allé directement à ma voiture, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un email à Paige, Judith, Marcus et l'équipe de gestion du site. J'ai joint une photo du ticket imprimé et j'ai clairement indiqué que la travée 4 devait rester fermée jusqu'à ce que le verrouillage soit remplacé. Mon téléphone a sonné moins de 2 minutes plus tard. « Essaies-tu activement de ruiner cette entreprise » a hurlé Paige à travers le haut-parleur. Les acheteurs au détail surveillent nos métriques de traitement cette semaine. Tu ne peux pas simplement stopper la ligne principale pour une technicité. Ce n'est pas une technicité, Paige, ai-je dit en regardant les portes de l'entrepôt à travers mon pare-brise. L'équipement est compromis. Quelqu'un va se faire mal. Tu vois toujours des catastrophes là où il n'y a que des désagréments mineurs, a rétorqué ma sœur. Je ne peux pas rater l'expédition du lancement. Elle m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, un email à l'échelle de l'entreprise est arrivé dans ma boîte de réception de la part de la directrice générale. Paige avait répondu à mon fil d'avertissement par un ordre direct. Le message était bref et imprudent, il disait « Nous ne pouvons pas rater l'expédition du lancement. Maintenez la ligne en mouvement jusqu'à vendredi. » J'ai fixé l'écran, mes mains agrippant le volant. J'ai décidé à ce moment précis que 6 mois, c'était trop long. Je quittais l'entreprise à la seconde même où le lancement de printemps serait expédié. Cette promesse a tenu à peine 48 heures. Le matin de l'accident, Paige m'a appelé en panique, prétendant qu'il y avait une défaillance d'acheminement critique sur le quai. Elle m'a supplié d'aller à Hartwell pour régler ça. Contre mon bon sens, j'ai conduit jusqu'au site. Quand je suis entré dans la zone d'entrepôt, la première chose que j'ai remarquée était le bruit. Les tapis roulants de la travée 4 tournaient à plein régime. Quelqu'un avait placé un morceau de ruban adhésif opaque sur le voyant d'avertissement jaune clignotant du panneau de commande. Marcus se tenait près de la base des râteliers, un presse-papier à la main. Il a levé les yeux, m'a vu et a ouvert la bouche pour parler, mais une voix a jailli du talkie-walkie accroché à sa ceinture. C'était Paige, exigeant un point de situation sur les palettes en sortie. Avant que je puisse demander à Marcus qui avait autorisé le contournement, un gémissement métallique aigu a résonné dans la pièce caverneuse. Le son a vibré dans ma poitrine.
J'ai levé les yeux. Une palette en bois massif chargée de centaines de kilos de stock a glissé hors de sa voie désignée. Le verrouillage foiré contre lequel Owen nous avait mis en garde a finalement cédé avec un craquement cœur de cœur. Recule, ai-je hurlé en me jetant vers Marcus. Les colonnes de support en acier ont gondolé. Une ombre est tombée sur le sol en béton, suivie du rugissement assourdissant du métal qui se tord et du stock qui tombe. Quelque chose de lourd m'a percuté au bassin, me projetant au sol. L'impact a chassé l'air de mes poumons et une vague de douleur aveuglante a déchiré ma jambe droite. La poussière étouffait l'air. Je guais coincé sous une poutre en acier fracturé, incapable de bouger le bas de mon corps. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, je pouvais entendre la radio posée dans les débris à quelques mètres de là. Marcus. La voix de Paige a grésillé à travers le petit haut-parleur, l'air agacé plutôt qu'inquiète. Marcus, réponds-moi. Est-ce que l'expédition du lancement a été endommagée? Les dalles du plafond de l'hôpital formaient un quadrillage étourdissant de petits trous. C'est la première chose sur laquelle mes yeux se sont focalisés après l'intervention chirurgicale. Judith était assise sur la chaise dans le coin, feuilletant calmement un magazine glacé. Quand elle a remarqué mes paupières lourdes qui papillonnaient, elle a lissé sa jupe, s'est approchée du lit et m'a dit que ce n'était qu'un bête accident. Paige n'est pas venue à l'hôpital. Ma sœur a publié un long message larmoyant sur son fil de réseaux sociaux pour demander des prières, mais sa présence physique était remarquablement absente. Un représentant d'assurance est venu 2 jours plus tard. Il tenait un épais presse-papier, a regardé ma jambe lourdement bandée et m'a demandé si j'avais personnellement autorisé la procédure de chargement temporaire le matin de l'effondrement. Non, ai-je dit, la gorge sèche à cause de l'anesthésie. Assurez-vous de bien noter cela. Les 9 mois suivants se sont dissous dans un flou douloureux de rééducation physique et de factures médicales montantes. Apprendre à me tenir debout me donnait l'impression de marcher pieds nus sur du verre brisé, et ma jambe droite refusait tout simplement d'écouter mon cerveau la plupart des matins. Pendant le dîner de Thanksgiving, ma mère m'a mise sur haut-parleur pour que je puisse entendre Paige dire à notre famille élargie que j'allais bien, s'empressant de faire remarquer qu'au moins je pouvais encore marcher. Judith a proposé de me laisser réemménager dans ma chambre d'enfant pour économiser de l'argent, ajoutant de manière à Nadine que Paige pourrait passer chaque fois qu'elle aurait besoin d'aide pour la logistique. J'ai décliné l'offre. Au lieu de cela, j'ai signé un bail pour un petit appartement en copropriété avec un ascenseur fiable. Mon entreprise de conseil indépendante couvrait le loyer et le travail à distance me tenait entièrement à l'écart de l'entrepôt. C'est alors que j'ai engagé Naomi. Mon nouvel avocat en droit civil s'est assis à ma petite table à manger, traçant 3 colonnes distinctes sur un bloc-notes jaune, suspect, approuvé, prouvé. Je lui ai tendu des copies imprimées de mon email d'avertissement et du ticket de sécurité original qu'Owen m'avait donné avant le crash. Naomi a immédiatement déposé des avis de conservation auprès des fournisseurs pour verrouiller les données. Elle m'a aussi regardé droit dans les yeux et m'a ordonné explicitement de ne pas utiliser mon ancien mot de passe pour accéder au serveur de Velamotion. Tard une nuit, l'écran de connexion brillait d'un éclat vif sur mon ordinateur portable. Mes doigts survolaient le clavier, se souvenant des frappes familières qui pouvaient me montrer exactement ce qui s'était passé après que j'avais été écrasé. Puis j'ai rabattu le couvercle. Le clic satisfaisant du boîtier en plastique a résonné dans la pièce silencieuse. Naomi a apporté le dossier de réclamation officiel à mon appartement quelques semaines plus tard. Enfoui au milieu d'une épaisse pile de paperasse se trouvait un document intitulé « Attestation de procédure temporaire ». Mon nom figurait parfaitement sur la ligne de signature. Les boucles et les angles correspondaient à mon écriture sans la moindre faille, pourtant, je n'avais jamais vu le texte printed au-dessus. Le fichier numérique était daté d'exactement 2 jours après l'accident. À ce moment précis, j'étais lourdement sédaté et relié à une perfusion de morphine. Lorsque j'ai mentionné la divergence lors d'un appel téléphonique, Judith a poussé un grand soupir et a suggéré que les antalgiques avaient embrouillé ma mémoire. Mais ma mémoire était parfaitement claire. Je lisais toujours chaque ligne d'un contrat avant de signer mon nom. L'exploitant de l'entrepôt et le fabricant de l'équipement ont finalement proposé un règlement pour éviter un long procès public. Le chiffre vedette était de 750 000 $. Ma famille a entendu ce montant et l'a immédiatement traité comme des gains de loterie. En réalité, les privilèges médicaux, les honoraires d'avocat et un fonds dédié au traitement nerveux futur en ont englouti une partie massive. Naomi a rédigé un formulaire de décharge strict qui acceptait les fonds mais excluait explicitement Velamotion, ma sœur, ma mère et toute fraude non encore découverte que nous pourrions prouver.
Je les avais prévenus, mais nous ne pouvions toujours pas prouver qui avait créé le document falsifié ou qui avait altéré les registres de sécurité numérique. Une assignation prendrait des mois de bataille devant les tribunaux. Nous avions besoin d'une autorisation directe du contrôleur de gestion de l'entreprise pour accéder de manière fluide aux journaux d'audit du fournisseur. Naomi a mentionné que Page avait récemment revendiqué le contrôle opérationnel absolu du centre de traitement dans une présentation pour ses investisseurs détaillants. Ma sœur voulait toujours le mérite de la marque, sa cupidité était un moteur fiable et je savais exactement comment l'utiliser. J'ai regardé Naomi de l'autre côté de la table, sentant un étrange sentiment de clarté s'installer en moi. Rédige une autorisation d'accès au registre de la société, ai-je dit à mon avocate. Fais-la suffisamment simple pour que Page ignore les risques, mais suffisamment large pour nous obtenir chaque journal qu'il possède. Naomi a transmis l'autorisation signée à Hartwell Fulfilment, Northline Industrial, au fournisseur de logiciels et à la compagnie d'assurance tôt mardi matin. Je m'assis au petit bureau en bois de mon appartement, tapant un rapport de conformité pour mon plus récent client, et le rythme régulier du clavier manquerait incroyablement. La première facture du mois a été créditée sur mon compte bancaire avant midi. J'ai immédiatement dirigé les fonds pour couvrir mes prochaines séances de rééducation, me prouvant à moi-même que le règlement juridique n'était pas ma seule bouée de sauvetage. Un email de confirmation est arrivé de Northline peu après le déjeuner, indiquant que parce que Page avait signé son nom sur ce papier juridique épais, la société de maintenance acceptait de libérer les journaux de service originaux. Le ticket printed est arrivé par coursier l'après-midi suivant. Le texte en gras en haut disait « Retirez du service immédiatement ». Naomi a posé le document sur le comptoir de ma cuisine, juste à côté de la version du dossier d'assurance officiel qui suggérait discrètement de continuer avec une simple surveillance. Nous n'avons pas fêté la découverte. J'ai pris un stylo rouge et j'ai tracé un cercle ferme autour du texte altéré, sentant la preuve incontestable sous ma main. Pendant ce temps, le fournisseur de logiciels nous a informé qu'ils exportaient actuellement les journaux d'audit maître, et un investisseur détaillant a formellement demandé à ma sœur pourquoi un litige de sécurité avait été omis des déclarations de la société. Les investisseurs n'ont pas annulé définitivement leur contrat, mais ils ont officiellement suspendu le processus de clôture jeudi matin. Au même moment exact, la compagnie d'assurance a déclenché un protocole d'enquête spéciale. Mon téléphone vibrait constamment, s'éclairant du nom de la fondatrice de la motion toutes les 10 minutes, j'ai donc mis l'appareil en sourdine et exigé toute communication par écrit. Un message vocal est passé de la part de ma mère. Judith semblait affolée, me prévenant que des travailleurs d'entrepôt innocents perdraient leur emploi à cause de mon entêtement, tordant sans effort mon désir de vérité en une trahison envers le personnel. J'ai transféré le fichier audio directement à mon avocate et je suis allé à mon rendez-vous de rééducation. La sonnette a tinté sans relâche juste après 20h ce soir-là. L'écran de mon interphone montrait Page debout dans le couloir, serrant une épaisse chemise Manila contre sa poitrine. Son chemisier en soie coûteux avait l'air froissé et du mascara noir bavait sous ses yeux, brisant complètement son image de dirigeante soignée. J'ai ouvert la porte juste assez pour garder la lourde chaîne en laiton engagé. « Lorraine, tu dois annuler ça », a supplié Page, collant son visage près de l'étroite fente de la porte. Tout cet examen n'est qu'un gigantesque malentendu technique et ça effraie complètement les investisseurs. Si les registres sont propres, il n'y a aucune raison d'arrêter l'examen, ai-je dit. Ma jambe droite me lançait, me forçant à m'appuyer lourdement sur ma canne en aluminium. Si ce contrat de vente tombe à l'eau, tout le monde au centre de traitement saura que c'est toi qui l'as causé, a répliqué ma sœur, sa voix montant dans les aigus et résonnant dans le couloir vide. Elle a fureté avec son téléphone, a tapoté l'écran et a tenu l'appareil vers l'ouverture de la porte. Ma mère a parlé à travers le haut-parleur minime, « Votre père voulait que vous preniez soin l'une de l'autre. Lorraine, s'il te plaît, ne fais pas ça à ta sœur. » Prendre soin de la famille ne voulait pas dire mentir aux régulateurs fédéraux et aux investisseurs. J'ai secoué la tête, refusant de m'engager dans cette culpabilité fabriquée. Je vais signer un billet à ordre, a proposé Page rapidement. Elle a laissé retomber le téléphone dans son sac en cuir. Je te paierai le double des intérêts sur l'argent du règlement si tu appelles juste Naomi tout de suite et annule l'audit. Non. L'expression larmoyante et désespérée a disparu du visage de la directrice générale. Tu y prends du plaisir, a-t-elle craché, ses mots acérés et vicieux. Tu adores brandir ça au-dessus de ma tête parce que tu as enfin un peu de pouvoir. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Naomi appelait. J'ai accepté la connexion et j'ai porté l'appareil à mon oreille,
gardant mes yeux rivés sur la femme en colère debout dans le couloir. Le fournisseur du système vient de signaler un événement de sécurité critique, a dit mon avocate, son ton net et urgent. Un compte d'administration a tenté de supprimer définitivement tout le répertoire de sécurité sur le serveur de l'entreprise il y a 20 minutes. La conservation légale avait intercepté la commande avec succès, gardant les fichiers copiés parfaitement intacts. Plus important encore, l'adresse IP pour la demande de suppression correspondait à un routeur situé à l'intérieur de la maison de ma sœur. J'ai baissé le téléphone et j'ai regardé à travers la chaîne en laiton. « Que as-tu supprimé, Paige ?» Les pleurs se sont arrêtés instantanément. Ma sœur a redressé ses épaules, sa mâchoire s'est crispée et ses traits se sont durcis en un masque de pur calcul froid. Le dossier de sécurité récupéré contenait exactement ce que ma sœur avait désespérément essayé de détruire. Naomi s'est assise de l'autre côté de mon îlot de cuisine le lendemain matin, triant méthodiquement les fichiers numériques que la conservation légale avait interceptés. Parmi les journaux de maintenance standard et les listes d'employés hebdomadaires se trouvait une ébauche de la procédure de chargement temporaire. 2 lettres étaient tamponnées au bas de la page à l'encre noire en gras, c'étaient les initiales de Marcus Reed. Un email de la directrice générale est tombé dans la boîte de réception de mon avocate 10 minutes plus tard. Paige affirmait officiellement que Marcus avait fait fonctionner la machine endommagée de manière indépendante et insistait sur le fait que je visais la mauvaise personne pour obtenir un versement plus important. Ma mère a immédiatement enchaîné avec un appel téléphonique à Naomi, rappelant doucement à l'avocate que le chef d'équipe avait un historique documenté de problèmes disciplinaires. Un souvenir soudain a fait surface dans mon esprit. Je revois Marcus debout dans l'entrepôt juste avant que l'acier ne s'effondre, l'air terrifié et restant complètement silencieux pendant que Paige aboyait des ordres à la radio. Blâmer le chef d'équipe était incroyablement pratique pour une entreprise essayant de sauver une fusion de vente au détail. Naomi a organisé une réunion formelle. Marcus s'est assis de l'autre côté d'une lourde table de conférence en acajou dans un cabinet d'avocats neutre, entouré de son propre conseil juridique. Le vétéran de l'entrepôt avait l'air complètement épuisé, des cernes profonds entouraient ses yeux et ses mains usées tremblaient légèrement lorsqu'il s'est versé un verre d'eau depuis la carafe en verre. Il a admis avoir signé une page spécifique de la procédure, mais il a juré qu'il s'agissait simplement d'un accusé de réception d'instructions et non d'une approbation de sécurité. Qui a donné l'ordre direct, ai-je demandé en gardant ma voix parfaitement égale. Qui d'autre se tenait là et pourquoi n'as-tu pas signalé le contournement mécanique au responsable du site ? Marcus a fixé ses mains tremblantes, ses épaules affaissées dans la défaite. Il a admis qu'il avait une peur bleue de perdre sa retraite et ses prestations de santé, il manquait simplement du courage nécessaire pour stopper la ligne automatisée contre des ordres exécutifs directs. Ta peur n'efface pas la lésion nerveuse permanente dans ma jambe, lui ai-je dit en ajustant ma canne en aluminium contre la coudoir, mais ton silence ne fait pas non plus automatiquement de toi un menteur. Marcus a fouillé dans la poche de sa veste et a posé un smartphone d'un modèle plus ancien sur le bois ciré. Il avait pris des captures d'écran nettes de ses messages textes et les avait transférés vers une adresse email privée des heures avant que le siège de l'entreprise ne le licencie officiellement. Naomi a connecté l'appareil à son ordinateur portable pour vérifier la chaîne de traçabilité numérique. Les messages textes ont éclairé l'écran, se lisant aussi clairement que le jour, contourne l'arrêt pour cette expédition. L'expéditeur était Paige. Un deuxième message était arrivé des heures après l'accident, Lorraine a approuvé la procédure temporaire, alors tenez-vous à ce chronologie. Mon avocate a enregistré les transcriptions vérifiées sur notre disque sécurisé. Nous avons officiellement fait passer le fait que Paige connaissait le danger mécanique de la colonne, suspect, à la colonne, prouvé. Cependant, un message texte n'expliquait pas comment ma signature sans faille s'était retrouvée sur un document d'assurance frauduleux. La réponse à cette question spécifique se trouvait déjà à l'intérieur de mon classeur verrouillé. Un expert judiciaire indépendant en écriture a évalué le formulaire de procédure falsifié le lendemain matin. L'expert a comparé l'encre numérique à un contrat de fournisseur spécifique que j'avais signé et traité 6 mois plus tôt. Chaque pixel, chaque largeur de trait et chaque hésitation microscopique dans la pression du stylo correspondaient parfaitement. La falsification était simplement une image rognée tirée directement de mon propre contrat légitime. Je me suis souvenu que Paige m'avait demandé de lui envoyer par email une copie numérisée de cette paperasse exacte pour les archives des fournisseurs de l'entreprise, quelques semaines seulement avant que les râteliers ne tombent. L'exportation de l'audit a fourni la pièce cruciale suivante de la chronologie, le fichier d'accusé de réception frauduleux avait été créé à l'origine sur un ordinateur portable officiellement attribué à la fondatrice de l'entreprise. Le système d'exploitation a enregistré l'heure de création comme étant 2 jours après que le lourd acier eut écrasé mon bassin.
De plus, la version de travail était enregistrée sous le titre « Lorraine Finale ». Naomi a tapoté son stylo coûteux contre son bloc-notes, me prévenant que Paige pourrait facilement prétendre qu'un employé administratif indélicat lui avait emprunté son ordinateur. Nous avions encore besoin de quelque chose qui liait de manière concluante l'équipe dirigeante à la dissimulation intentionnelle. Pendant ce temps, ma sœur a lancé une contre-attaque publique très agressive. Elle a envoyé une note interne à l'échelle de l'entreprise m'accusant d'utiliser un malheureux litige de règlement pour exécuter une prise de contrôle hostile de la marque de sport. Plusieurs employés juniors ont répondu au fil avec des questions paniquées concernant leur prochain chèque de paie. J'ai refusé de m'abaisser à son niveau en faisant fruiter les messages textes vérifiés en ligne. Au lieu de cela, j'ai chargé le conseil en restructuration de publier un mandat juridique strict me protégeant la paix des employés et interdisant explicitement toute représaille contre les témoins coopératifs. Plus tard cet après-midi-là, Naomi a effectué un diagnostic plus approfondi sur les propriétés du projet récupéré. Elle a développé l'historique des révisions du document et a trouvé un commentaire caché attaché directement au bloc de signature falsifié. Le texte était court et cliniquement précis, utilisez la signature du fournisseur parce qu'elle ne se souviendra pas. Balise d'auteur attachée à ce commentaire spécifique n'appartenait pas à ma sœur. Le système interne enregistrait le créateur sous un ensemble de lettres complètement différents, les lettres étaient J et Monsieur. J'ai fixé l'écran, sentant la température dans mon appartement chuter soudainement. Paige était imprudente, arrogante et désespérée d'obtenir des financements, mais la femme qui avait calmement suggéré de découper ma signature d'un ancien contrat pour exploiter mon traumatisme cérébral était censée être la personne qui maintenait notre famille unie. Judith Mercé avait enfin laissé une empreinte numérique. Une épaisse enveloppe couleur crème est arrivée par courrier recommandé le lendemain matin. Le papier lourd portait le sceau en relief d'un grand cabinet d'avocats d'affaires. Paige avait officiellement engagé un conseil extérieur agressif et leur première démarche était une accusation formelle d'extorsion. La lettre me reprochait d'utiliser un tragique accident du travail pour voler des données propriétaires, menaçant la marque pour en extraire un règlement plus important et injustifié. Mon téléphone a vibré violemment contre le comptoir de la cuisine, les messages textes de tantes confuses et de cousins éloignés ont inondé l'écran. Judith appelait activement la famille élargie, murmurant des choses terribles de sa voix douce et maternelle. Ma mère a dit à nos proches que mon cerveau ne s'était pas complètement remis du traumatisme physique, me dépeignant comme instable, amer et complètement coupé de la réalité. La chaleur m'est montée aux joues, mes doigts ont atteint le clavier pour taper une réponse furieuse remplie de preuves, mais Naomi a posé une main ferme sur mon poignet. Nous répondons avec des données, a dit l'avocate, son ton frais et posé, jamais avec des émotions. Le fournisseur du système a livré les journaux d'accès finaux juste avant midi. Le tableur dense prouvait exactement ce dont mon avocate avait besoin, 0 tentative de connexion n'existait sous mes identifiants spécifiques après la date à laquelle mes droits d'administration avaient été révoqués. Chaque document en notre possession provenait strictement de l'autorisation signée, de la réponse de conservation légale ou de mes propres fichiers indépendants. Je me suis souvenu de cette nuit calme, assise à mon îlot de cuisine, fixant l'invite de connexion familière et fermant délibérément le couvercle de l'ordinateur portable. Ce seul moment de discipline avait complètement détruit la demande reconventionnelle fabriquée de Paige. Naomi a examiné l'audit de sécurité propre et a souri, Tartenu vient de sauver tout le dossier. Une analyse plus approfondie du système interne a produit une vérité beaucoup plus sombre. Le compte du contrôleur de gestion a modifié manuellement le ticket de sécurité original, le faisant passer de « critique » à « surveiller ». Un code d'authentification à 2 facteurs a été envoyé directement sur le téléphone portable personnel de Judith pour autoriser cette modification exacte dans la base de données. Les images des caméras de sécurité du hall du siège social ont confirmé que le personnel administratif avait pointé et quitté le bâtiment des heures avant que la connexion ne se produise. De plus, le journal d'audit maître montrait l'ordinateur portable attribué à ma mère téléchargeant la procédure falsifiée directement dans le répertoire officiel de l'assurance. La matriarche adorée de la famille ne pouvait pas rejeter la faute sur un assistant junior sans contredire les preuves numériques permanentes. Ma mère a exigé une réunion privée cet après-midi-là. Elle a insisté sur un café calme en centre-ville, interdisant expressément toute représentation légale. J'ai accepté le lieu neutre mais j'ai emmené Naomi quand même. Judith était assise dans une banquette dans un coin, portant un doux pull en cachemire, s'essuyant les yeux avec un mouchoir froissé. L'odeur d'un expresso torréfié et de lait brûlé pendait lourdement dans l'air. Je ne comprends pas toutes ces métadonnées techniques, a sniffé la femme plus âgée, refusant de regarder mon avocate. Paige paniquait à propos des acheteurs.
J'ai simplement suivi ses instructions pour garder les investisseurs calmes. J'ai posé ma canne en aluminium contre la banquette en vinyle et je me suis penché en avant. Alors pourquoi ton compte a-t-il laissé un commentaire caché disant à Pêche d'utiliser mon ancienne signature de fournisseur? Le mouchoir humide s'est arrêté. Judith a baissé les mains, les pliant soigneusement sur le dessus de la table. L'expression fragile et larmoyante s'est évaporée, remplacée par un regard froid et calculateur qui m'a glacé jusqu'aux os. Ta sœur emploie des dizaines de personnes innocentes, Lorraine. Ils ont des prêts hypothécaires et des familles à nourrir, a-t-elle dit avec fluidité. Tu n'es qu'une seule personne vivant confortablement seule dans un bâtiment sécurisé. Une douleur creuse s'est installée profondément derrière mes côtes. La femme qui m'avait élevé avait littéralement pesé ma survie par rapport à la masse salariale d'une entreprise et avait décidé que mon corps brisé était une dépense professionnelle acceptable. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger sa famille, a déclaré Judith. Tu étais ma mère aussi, ai-je répondu. Les mots m'ont fait l'effet de avaler du verre brisé. Judith s'est penchée à travers la petite table, sa voix descendant en un chuchotement harche et venimeux. Si tu pousses cela dans une salle d'audience, je témoignerai sous serment que tu as explicitement approuvé cette procédure de chargement depuis ton lit d'hôpital. Qui penses-tu qu'un juge croira? Une responsable financière agréée ou une femme amère dopée aux antalgiques puissants? Elle croyait vraiment que son titre professionnel était un bouclier par balles. Je ne me suis pas disputé et je n'ai pas essayé de la convaincre de la vérité. J'ai simplement regardé Naomi et j'ai hoché la tête. Nous nous sommes levés de la banquette. Tout en marchant lentement vers la sortie, j'ai sorti mon smartphone et j'ai ouvert mon portail de santé numérique. En 3 pressions délibérées, j'ai supprimé définitivement Judith Mercé de ma liste de contacts d'urgence et j'ai complètement révoqué son autorisation médicale. Couper ce dernier fil de contrôle m'a donné l'impression de prendre ma première vraie respiration depuis 38 ans. Les conséquences se sont répercutées vers l'extérieur. Vendredi matin, la compagnie d'assurance commerciale a identifié de multiples signes de documents falsifiés. Ils ont officiellement transmis l'ensemble de la réclamation en responsabilité à leur unité interne d'enquête sur les fraudes. Le conseil d'administration de l'entreprise s'est réuni en session d'urgence, suspendant immédiatement Pêche de ses fonctions exécutives et privant Judith de tout accès financier. Personne ne portait encore de menottes, mais la façade immaculée et fabriquée de la motion s'effondrait rapidement. Naomi m'a prévenu que l'enquête pour fraude signifiait que les assureurs, les enquêteurs de l'État et les procureurs pourraient bientôt examiner chaque communication liée à la réclamation. Nous entrions dans une nouvelle phase très dangereuse. Juste avant le coucher du soleil, une alerte haute priorité a clignoté sur la tablette de Naomi. L'équipe de sécurité du fournisseur a signalé un événement secondaire, quelqu'un venait de tenter d'effacer définitivement le dossier d'ébauche falsifié pour la 2e fois. L'adresse IP remontait directement à la résidence privée de ma sœur. La dirigeante suspendue venait de créer une preuve puissante qu'elle savait que les fichiers étaient dangereux et qu'elle les voulait partis. Owen Park s'est présenté au centre de déposition avec une épaisse chemise Manila contenant la preuve irréfutable que nous cherchions. Il est entré dans la salle de conférence stérile, les épaules tendues, et a posé un jeu de photos sur la table. Les images nettes montraient le mécanisme de verrouillage foiré sur la travée 4, suivi du ticket de maintenance original qu'il avait généré des semaines avant l'effondrement. Il a également produit un journal imprimé de ses appels téléphoniques et une chaîne de mails envoyés directement au bureau exécutif. Owen a témoigné sous serment qu'il avait emmené Pêche directement sur le quai de chargement et lui avait montré les supports en acier défaillant. Il lui avait dit explicitement que le râtelier était un piège mortel et devait être retiré du service immédiatement. Pêche s'était tenu là, sur le béton, avait regardé le mécanisme dangereux et avait demandé si l'équipement pouvait éventuellement tourner juste quelques jours de plus pour satisfaire le lancement de printemps. Judith avait été mise en copie de l'email de suivi, ce qui confirmait qu'elle savait exactement ce que sa fille faisait lorsqu'elle avait aidé à reclassifier le statut de sécurité. La chaîne de connaissances était enfin complète et il n'y avait aucun moyen de prétendre qu'il s'agissait d'une simple omission administrative. Le conseil d'administration de l'entreprise m'a contacté 3 jours plus tard. Ils étaient paniqués, manquant à la fois de capital liquide et de crédibilité publique. Pourtant, la marque possédait encore un véritable stock, des clients fidèles et des contrats d'expédition actifs. Le responsable de la restructuration m'a proposé un poste de direction par intérim, promettant que seul moi comprenais vraiment comment reconstruire le système de traitement fragmenté. La tentation d'accepter était incroyablement choquante.
C'était comme une chance de prouver enfin ma valeur aux personnes même qui m'avaient autrefois traité comme un actif consommable. J'ai regardé le contrat qu'ils m'ont tendu, cherchant les clauses qui me demanderaient de réhabiliter la réputation de ma sœur ou de protéger la propriété majoritaire de la famille. Lorsque le responsable de la restructuration m'a donné une réponse vague et sans engagement sur la protection des fondateurs, j'ai posé le stylo. J'ai refusé de les laisser me transformer en équipe de nettoyage pour leur dernière catastrophe. J'ai proposé une voie différente pour protéger les employés innocents pris entre deux feux. Mon avocate a rédigé une feuille de route opérationnelle stricte basée sur les registres privés que je possédais, mais j'ai lié ma coopération à des conditions en béton armé. L'entreprise devait garantir le paiement intégral de tous les salaires arriérés, promettre zéro représailles contre Marcus ou l'équipe de l'entrepôt, et s'engager à engager un auditeur de sécurité indépendant. Je n'ai pas fourni ces documents comme un service à ma famille, j'ai signé un contrat de conseil professionnel qui limitait strictement mes heures et définissait clairement mon champ d'action pour un horaire équitable. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme une entité professionnelle et non comme une martyre familiale. Page a fait une dernière tentative pour faire taire la tempête qui couvait. Son avocat a envoyé une offre formelle pour régler tous les litiges, elle fournirait un paiement en espèces déguisé en remboursement de prêt familial, à condition que je signe un document blâmant officiellement Hartwell Fulfilment pour l'ensemble de l'accident. L'offre était légale dans sa forme, mais elle était éthiquement faillite. C'était un contrat d'achat de mon silence, conçu pour me dépouiller de mon droit de coopérer avec l'enquête pour fraude en cours. Je n'ai même pas ramassé le stylo. J'ai transmis la paperasse directement à Naomi, l'ajoutant à la pile croissante de preuves concernant la tentative de ma sœur d'influencer un témoin potentiel. Les deux femmes qui avaient passé toute ma vie à présenter un front uni ont commencé à se dévorer l'une l'autre en l'espace d'une semaine. Les enquêteurs ont mené des entretiens séparés pour s'assurer qu'aucune collusion n'avait lieu. Page a affirmé que Judith gérait tous les dossiers d'assurance et avait agi de sa propre initiative. Ma mère a répliqué qu'elle n'avait fait que traiter la paperasse que Page lui avait explicitement ordonné de soumettre, y compris la directive d'utiliser ma signature falsifiée. Les deux femmes se sont démenées frénétiquement pour minimiser leur propre rôle, pourtant chaque tentative de dévier la faute ne faisait que souligner leur culpabilité partagée. Page a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune idée que l'équipement de la travée 4 était dangereux, mais la preuve photographique d'Owen a complètement brisé ce récit. Judith a prétendu n'avoir jamais vu le fichier de signature falsifié, mais les journaux du système interne montraient que c'était elle qui avait écrit le commentaire spécifique instruisant Page d'utiliser mes données de fournisseur. Leur alliance se dissolvait dans un tas de rancœurs mutuelles et de demi-vérités. Je m'assis dans une pièce privée pendant l'un des briefings de Naomi, regardant les retombées juridiques se dérouler à travers les notes sur son écran. Ce n'était pas une expérience joyeuse. Regarder la structure de ma famille s'effondrer me donnait l'impression d'assister à la démolition des râteliers du centre de traitement une fois de plus. Je me suis rendu compte que l'unité que j'avais passé des décennies à essayer de maintenir n'avait en réalité jamais existé. C'était une paix fragile qui ne survivait que tant que c'était moi qui portais le poids de chaque erreur. Tard cette nuit-là, j'ai écouté l'enregistrement d'une audition de police que Naomi avait obtenue grâce à la procédure de communication des pièces. La voix de Page était tendue, vibrant d'un mélange de fureur et de peur alors qu'elle s'adressait à l'enquêteur principal. Elle a accusé Judith d'incompétence, disant que sa mère avait été celle qui gérait les modèles de documents depuis le tout début. Dans une pièce adjacente, les enquêteurs ont fait écouter cet enregistrement à ma mère. Judith est restée en silence pendant un long moment avant de parler enfin. Elle a regardé directement dans l'objectif de la caméra, son visage tendu et inexpressif, et a déclaré que Page l'avait convaincu que je ne me battrais jamais vraiment parce que j'avais toujours été la sœur silencieuse et obéissante. J'ai arrêté l'enregistrement audio là. Les deux femmes qui avaient passé des années à me dire que le sang était plus épais que l'eau utilisaient maintenant ce sang même pour s'assurer que l'autre aille en prison. La vengeance que j'avais cherchée ne venait pas de mes mains, elle venait du poids de leur propre choix. Les enquêteurs en avaient assez pour engager des poursuites formelles contre chacune d'elles. Ma sœur et ma mère se tenaient officiellement au bord d'un précipice et, pour une fois, je ne me tenais pas derrière elles, prête à les attraper avant qu'elles ne touchent le sol. Les investisseurs détaillants ont retiré leur capital entièrement, citant les risques insurmontables mis au jour lors de l'examen judiciaire des registres. Sans l'injection d'argent promise, la marque manquait de marge de manœuvre pour survivre au trimestre fiscal. Une entreprise partenaire au sein du secteur s'est finalement manifestée, achetant les actifs physiques restants, les formules de vêtements propriétaires et les contrats clients valides pour une fraction de la valeur d'origine.
Le contrat d'acquisition contenait des conditions non négociables, la fondatrice devait être retirée de tous les rôles de direction, la directrice financière avait interdiction d'exercer toute autorité financière. Et un conseil de surveillance de la sécurité indépendant et permanent devait être établi. Velamotion a disparu en tant qu'entité commerciale. Les nouveaux propriétaires ont arraché le logo des murs de l'entrepôt et ont effacé toute trace du nom de la fondatrice des documents marketing. Pej se tenait sur le trottoir tandis que l'équipe de maintenance détachait le panneau de signature de la façade du bâtiment. Le métal a grincé contre la brique, un son d'agonie dentelé qui signalait la fin de sa carrière exécutive. Elle regardait avec un regard vitreux et creux, paraissant soudainement beaucoup plus vieille que ses 33 ans. Je ne m'arrêtais pas pour lui parler. J'ai continué à conduire devant les quais de chargement, me concentrant sur la route à venir. Le conseil d'administration a officiellement mis fin à l'emploi de ma sœur pour faute grave. Ils ont cité des conclusions documentées et claires de non-divulgation intentionnelle, de manipulation frauduleuse de registres et d'altération délibérée de preuves. Pej a tenté de faire une dernière réclamation désespérée, prétendant que j'avais mis en scène toute la crise comme un complot de vengeance sophistiqué pour détourner l'entreprise. Le conseil n'a même pas pris la peine de m'inviter à l'audience, ils ont simplement pointé du doigt les rapports d'audit externe et les journaux de maintenance vérifiés. Ma sœur a été escortée hors du bâtiment par la sécurité privée et l'entreprise a refusé de couvrir ses frais de défense juridique pour des actions menées en dehors de son cadre professionnel. Judith a subi une érosion différente et plus lente de son statut. J'ai déposé une plainte formelle auprès de l'Ordre de l'État concernant ses pratiques comptables professionnelles, fournissant la preuve de la façon dont elle avait utilisé sa licence comme une arme pour valider les documents d'assurance falsifiés. Ma mère m'a supplié d'envoyer une lettre de rétractation, prétendant que tout cela n'était qu'un tragique malentendu. Elle m'a rappelé que notre maison familiale serait vendue pour couvrir les paiements de restitution et les lourdes obligations de dette d'entreprise. Tu me forces à la pauvreté, Lorraine, a dit Judith, sa voix mince et désespérée au téléphone. J'ai tout donné pour cette famille. Veux-tu vraiment que ta propre mère finisse dans un établissement financé par l'État? Tu as choisi d'utiliser ta licence professionnelle pour autoriser un mensonge, ai-je répondu, ma voix ferme. Tu n'as pas utilisé cette licence pour protéger ta famille, tu l'as utilisée pour cacher un crime. Je n'ai pas écrit la lettre. Elle a perdu sa certification et la liquidation financière ultérieure de ses actifs s'est poursuivie comme prévu. La maison a été vendue, les dettes ont été réglées, et la femme qui avait passé toute mon enfance à façonner l'image de la famille parfaite a dû faire face à la réalité publique de ses propres choix. La réclamation d'assurance civile a finalement atteint une phase de règlement. La compagnie a proposé un versement complémentaire important pour compenser mes blessures permanentes, mais l'accord initial comprenait une clause de confidentialité globale et une déclaration de non-reconnaissance de responsabilité de la part de l'entreprise. Naomi et moi avons opposé une forte résistance. Je ne voulais pas de l'argent si cela signifiait que j'étais légalement tenu de traiter l'enquête d'erreur. Nous avons négocié une version révisée qui confirmait explicitement que je n'avais jamais approuvé les procédures de chargement, couvrait mes frais juridiques et fournissait un fonds pour soutenir les travailleurs de l'entrepôt touché. J'ai accepté ces conditions. Je n'ai pas demandé l'entreprise et je n'ai pas demandé d'excuses publiques qui ne seraient offertes que pour sauver leur propre peau pendant que l'affaire pénale suivait son cours. J'ai continué à travailler. Mes revenus de conseil couvraient mes dépenses ordinaires et le règlement restait protégé pour les soins médicaux et l'avenir. L'accident m'avait changé, bâtir cette indépendance silencieuse comptait plus que tout ce que Velamotion m'avait promis autrefois. Naomi m'a appelé tard un mardi soir avec le statut final de la procédure pénale. Le procureur avait structuré un accord de plaidé coupable qui tiendrait les coupables responsables de leurs actions spécifiques. Ma sœur faisait face à une peine ferme négociée suivie d'une mise en liberté conditionnelle, d'une restitution intégrale et d'une interdiction judiciaire d'exercer toute autorité financière d'entreprise pendant la période de surveillance. Judith s'est vue proposer une période de confinement plus courte suivie d'une surveillance à domicile poussée et de la perte de son statut professionnel. Les deux femmes ont refusé les conditions à moins que je n'écrive personnellement une lettre au juge demandant la clémence maximale. Lorsque j'ai refusé, leurs avocats les ont prévenus que porter l'affaire devant un tribunal exposerait chaque message, chaque fichier altéré et chaque tentative de suppression à un jury. En moins de 48 heures, les deux femmes ont accepté les accords. Ni l'une ni l'autre n'a reçu la lettre qu'elle s'attendait à me voir écrire. Pej a envoyé une dernière note manuscrite à mon bureau. L'écriture était brouillonne et précipitée, elle demandait si perdre son entreprise et sa réputation ne suffisait pas,
prétendant que la peine de prison était un acte de cruauté personnelle de ma part. J'ai lu la note puis je l'ai tendue à Naomi. Dis leur non, ai-je dit. Ma sœur et ma mère devraient faire face au tribunal seules. Elles devraient expliquer leur choix à un juge sans que je sois là pour servir de tampon entre leurs actes et les conséquences. Lorsque j'ai refusé d'écrire la lettre, les deux femmes ont accepté les accords de plaider coupable sans mon aide. L'audience de prononcer de la peine a été fixée à 3 semaines plus tard. Pour la première fois de ma vie, j'entrais dans une pièce où ma mère et ma sœur devaient faire face aux conséquences sans que je me tienne entre elles et la chute. L'air de la salle d'audience sentait la cire à parquet et la nervosité rassie. J'ai franchi les doubles portes, ma canne en aluminium frappant en rythme le linoléum ciré. Naomi emboîtait le pas un demi-mètre derrière moi, sa présence étant une assurance silencieuse que je ne traversais pas cela seul. Les bancs en bois étaient remplis de gens que je reconnaissais à peine, pourtant je sentais chaque paire d'yeux suivre ma démarche laborieuse. Paige était assise à la table de la défense, portant un tailleur beige qui avait l'air coûteux mais manquait de toute vraie structure. Elle ne ressemblait plus à une dirigeante, elle ressemblait à une femme attendant un miracle qu'elle n'avait pas mérité. Judith occupait le siège à côté d'elle, fixant ses propres mains. Lorsque ma mère a enfin levé les yeux, elle a fait un petit geste de supplication pitoyable, inclinant la tête de cette façon familière et pratiquée qui me faisait autrefois me sentir responsable de sa tranquillité d'esprit. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas cligné des yeux. Je suis resté assise sur le banc dur, le dos droit, et j'ai attendu que l'audience commence. Le procureur s'est levé et s'est avancé vers le pupitre. Il n'a pas eu besoin de crier, il a simplement lu les faits incontestés de l'affaire, une séquence d'événements qui semblait plus froide et plus dévastatrice lorsqu'elle était énoncée à voix haute par quelqu'un d'autre. Il a raconté l'email d'avertissement que j'avais envoyé, les ordres directs que Paige avait donnés pour ignorer ces avertissements, la modification délibérée des tickets de maintenance. Le vol de ma signature sur un contrat de fournisseur et la dernière tentative frénétique pour supprimer les preuves du serveur. Chaque phrase était une brique de vérité qui enlevait toute possibilité de malentendu familial. Ma sœur avait pris une série de décisions conscientes et ma mère avait vérifié chaque étape de cette voie. Paige s'est levée lorsqu'elle a été invitée à s'exprimer. Sa voix tremblait, sonnant mince et fragile contre les hauts plafonds de la salle. Elle a affirmé qu'elle avait été sous une pression immense pour obtenir le financement de la vente au détail pour la marque et qu'elle n'avait jamais eu l'intention que quelqu'un soit réellement blessé. Elle a décrit l'accident comme une tragédie de circonstances, choisissant soigneusement des mots qui suggéraient qu'elle était la victime d'un système qui en demandait trop à une jeune fondatrice. Elle s'est tournée vers moi, les yeux humides, et a dit qu'elle avait toujours cru que je comprenais son rêve mieux que quiconque. Le juge a écouté sans le moindre battement de paupières. Il a regardé les documents sur son bureau et a demandé pourquoi, si elle avait été si préoccupée par la sécurité, elle avait passé les 2 jours suivant l'effondrement à créer un document d'assurance frauduleux qui rejetait la faute sur la partie lésée. Paige a ouvert la bouche puis l'a refermée. Il n'y avait aucune réponse qui ne la fit pas ressembler à un prédateur. Judith a choisi de parler ensuite. Elle s'est levée avec une grâce pratiquée et digne, sa voix ferme et douce. Elle a dit au tribunal qu'elle avait dédié toute sa vie d'adulte à élever ses filles et à protéger la stabilité de la famille. Elle a demandé la clémence, demandant à rester libre afin de pouvoir fournir le soutien émotionnel dont Paige aurait sûrement besoin pendant sa transition dans le système judiciaire. Le procureur l'a interrompu, faisant référence aux métadonnées des fichiers internes que Naomi avait récupérés avec succès. Il a fait remarquer que Judith avait personnellement rédigé le commentaire disant à Paige d'utiliser la signature du fournisseur parce que je ne m'en souviendrai pas. Le juge a regardé ma mère et lui a demandé si elle avait une explication pour cette instruction spécifique. Judith m'a jeté un coup d'œil, son expression étant un masque fragile d'attente. Elle attendait que je me lève. Elle attendait que je fasse ce que j'avais toujours fait, la sauver des conséquences de sa propre malice en offrant une sorte d'interjection pardonnante. Je suis resté parfaitement immobile. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas parlé. J'ai regardé ma mère réaliser pour la première fois que le tampon qu'elle avait utilisé pour se protéger pendant 3 décennies avait disparu. Puis est venu le moment de la déclaration sur l'impact subi par la victime. Je me suis levé, m'appuyant lourdement sur la canne, et je suis allé vers l'avant de la pièce. La transition du banc au pupitre a semblé longue de des kilomètres. Je n'ai pas regardé la table de la défense. J'ai parlé au juge. J'ai parlé de la réalité physique de vivre dans un corps qui avait été traité comme une ligne sur un bilan comptable.
J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un litige sur un contrat commercial raté ou d'une rivalité fraternelle temporaire, il s'agissait du calcul froid et délibéré qui exigeait ma douleur pour préserver leur réputation. Elles n'ont pas tout perdu parce que je les ai exposées, ai-je dit, ma voix ferme et claire résonnant contre les murs en boiserie. Elles ont tout perdu au moment où elles ont décidé que ma vie était moins chère que le retard du lancement d'un produit. Elles ont fait leur choix et maintenant elles doivent assumer la réalité de ce choix. La phase de prononcer de la peine a suivi, une finalité administrative nécessaire. Pej a été condamné à 18 mois d'incarcération à purger dans le système de l'État, suivi de 3 ans de mise en liberté conditionnelle, d'une restitution intégrale et d'une interdiction permanente de servir en tant que dirigeante ou administratrice de toute entité d'entreprise. Judith a écopé de 6 mois de confinement suivi d'une surveillance à domicile, d'une mise en liberté conditionnelle et d'une restitution financière. L'Ordre des comptables de l'État a ultérieurement révoqué définitivement sa licence professionnelle sur la base de la falsification reconnue de documents financiers et d'assurance. Alors que les huissiers s'approchaient, la façade s'est complètement brisée. Pej a pivoté sur sa chaise, le visage tordu par un masque de haine pure et sans mélange alors qu'elle fixait Judith. Elle a sifflé que si ma mère n'avait pas été aussi impatiente de jouer les directrices financières, la falsification n'aurait peut-être jamais été découverte. Judith a eu un hoquet de surprise, sa main volant à sa gorge, et a rétorqué que c'était Pej qui lui avait spécifiquement dit que je n'aurais jamais le cran de me battre. Elles ont dégénéré en une dispute stridente et frénétique la même à la table de la défense, le son de leur trahison mutuelle couvrant les murmures de la salle d'audience. Je n'ai pas attendu que la porte se verrouille derrière elle. Je me suis retourné et je suis sorti dans l'air frais de l'après-midi. Naomi est sortie avec moi, regardant sa montre. La paperasse pour le fonds de restitution sera finalisée demain, a-t-elle dit, sa voix douce. Où aimeriez-vous aller maintenant? J'ai pris une profonde respiration, sentant l'air remplir mes poumons sans le poids de leurs attentes qui me compressaient. J'ai regardé la ligne d'horizon de la ville et j'ai ressenti un profond sentiment d'espace. Travailler, ai-je répondu. J'ai un client qui m'attend. Les mois ont filé, marqués par la lente réalité grinding de la restitution juridique et la finalisation de la dissolution de l'entreprise. Pej a commencé à purger sa peine de prison dans un établissement de l'État. Après avoir accompli 6 mois de détention, Judith a transitionné vers la surveillance à domicile ordonnée par le tribunal, dépouillée du statut professionnel qu'elle avait mis 40 ans à bâtir. Des lettres arrivaient à mon bureau de temps en temps, d'épais enveloppes contenant des pages manuscrites décousues qui cherchaient encore à réécrire le passé. Chaque note blâmait l'autre, pourtant aucune des deux femmes n'a jamais accepté la vérité fondamentale de leur choix. Pej suppliait pour un seul manteau de marque provenant du patrimoine liquidé, tandis que Judith insistait sur le fait que notre famille n'aurait pas dû se terminer de manière aussi publique et dévastatrice. J'ai lu les premières lignes de chaque page, mais le papier a rapidement trouvé son chemin vers la poubelle de recyclage, non lu et sans réponse. Les actifs de l'entreprise avaient été acquis avec succès et les nouveaux propriétaires ont enfin installé le conseil de surveillance de la sécurité indépendant que j'avais exigé. Marcus Reed a finalement trouvé du travail dans un centre de distribution régional 2 États plus loin. Nous n'avons jamais été amis et je n'ai pas cherché à suivre ses progrès, sa vie était simplement un chemin distinct, un chemin qui ne m'impliquait plus. J'ai entendu dire par le réseau professionnel qu'il avait participé avec succès à un programme de recyclage obligatoire sur la sécurité, mais son histoire n'était plus liée à la mienne. Plusieurs travailleurs de l'entrepôt ont envoyé des mots de gratitude anonymes à mon bureau, reconnaissant que la protection de la paix avait sauvé leur foyer pendant les semaines chaotiques de restructuration. C'était étrange d'être une sauveuse pour des gens que je connaissais à peine, pourtant cela me confirmait que j'avais fait la bonne chose en les protégeant sans avoir besoin de redevenir le pilier sacrificiel de l'entreprise. Le versement du règlement final a finalement libéré les comptes sous séquestre. J'ai payé méthodiquement les privilèges médicaux qui m'avaient suivi depuis l'accident et j'ai réglé les factures juridiques que Naomi avait générées au cours des longs mois de procédure. J'ai alloué un fonds spécifique pour la réhabilitation physique continue et j'ai dédié une partie du reste aux modifications structurelles requises pour mon appartement. Le montant réel restant sur mon compte bancaire était beaucoup plus petit que les figures extravagantes que ma mère avait imaginées, mais c'était suffisant pour assurer une vie sûre et tranquille. Je n'ai pas acheté de véhicule de luxe et je n'ai pas investi dans un mode de vie dont je n'avais pas besoin. J'ai acheté la tranquillité d'esprit, le silence et la capacité de dire non à quiconque menaçait mon autonomie. Mon cabinet de conseil, Mercer Compliance Studio, s'est officiellement développé. J'ai engagé une assistante qui gérait mon emploi du temps, me permettant de me concentrer sur les examens d'opérations de haut niveau qui étaient ma vraie force.
J'ai signé un contrat à long terme avec un fabricant de dispositifs médicaux et le travail était incroyablement satisfaisant. Un après-midi, un nouveau client m'a demandé pourquoi j'étais si rigide sur les protocoles de documentation de sécurité, suggérant que je rendais peut-être le processus plus difficile qu'il ne devait l'être. J'ai regardé l'homme de l'autre côté du bureau et je me suis souvenu du poids exact d'un râtelier en acier qui s'effondre. Le processus n'est pas juste de la paperasse, lui ai-je dit, ma voix ferme et sûre. C'est la seule chose qui garantit qu'un avertissement est réellement entendu avant que quelqu'un d'autre n'en paie le prix. Il ne me l'a plus jamais demandé. Naomi est passée au bureau pour me livrer les ordonnances finales du tribunal, fermant la boucle sur le litige qui avait dominé nos vies pendant plus d'1 an. Elle m'a regardé, observant la façon dont je me tenais debout sans la canne pendant de courts moments, bien que je la gardasse toujours à portée de main pour les jours où la douleur nerveuse me donnait l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Nous n'avons pas fêté cela avec du champagne ou des toasts, nous avons partagé un déjeuner professionnel calme et parlé de l'avenir. Ma mère a finalement demandé une dernière visite, mais j'ai fixé des limites strictes par l'intermédiaire de Naomi. J'ai accepté de recevoir des lettres sous des conditions très spécifiques, aucune mention d'argent, aucun déni des faits établis et aucune demande pour que je serve de messagère entre elle et ma sœur. Je ne promets pas de leur pardonner une fois qu'elles auraient retrouvé leur liberté. Le pardon était une chose lourde et compliquée que je ne possédais pas encore, et je refusais de prétendre qu'il s'agissait d'une simple marchandise que je pouvais échanger contre leur confort. Les limites n'étaient pas une punition, elles étaient l'environnement où j'avais enfin appris à vivre. Lors de mon dernier après-midi de travail, je m'assis à mon bureau et regardais par la fenêtre. La ville s'activait en bas, une étendue chaotique, désordonnée et belle de gens vivant des vies que je n'avais plus à gérer. La douleur nerveuse dans ma jambe était un rappel sourd et constant de ce qui s'était passé, mais elle ne dictait plus le rythme de mon existence. J'ai regardé les 3 objets que je gardais sur l'étagère, la signature falsifiée, le mensonge confirmé et le premier contrat de ma nouvelle vie. Je suis allé vers l'étagère, j'ai pris les 2 documents du passé et je les ai placés au fond d'une lourde boîte. Ils avaient rempli leur fonction, ils étaient les preuves d'une guerre qui était enfin terminée. Je n'avais pas besoin de les voir chaque matin pour me souvenir de qui j'étais ou, plus important encore, de qui j'avais cessé d'être. J'ai laissé le 3e document, celui représentant mon propre travail et mes propres choix, exactement là où il devait être. J'ai marché vers la fenêtre, regardant le soleil commencer à descendre derrière les bâtiments. Il y avait un sentiment de soulagement profond à savoir que les gens qui avaient bâti leur succès sur mon silence faisaient enfin face aux conséquences de leurs propres actes. J'avais perdu des années à cause de leur cupidité, mais j'avais gagné quelque chose qu'elles ne comprendraient jamais. J'avais gagné la capacité de partir. J'ai terminé mon rapport, j'ai fermé le couvercle de mon ordinateur portable et je me suis levé de la chaise que j'avais gagnée par mon propre travail. J'ai marché vers la porte, non pas parce que je les fuyais, mais parce que j'avais un autre endroit où être. J'avais enfin cessé de remettre ma vie entre les mains de quiconque. Vous avez passé toute votre vie à croire qu'être la personne responsable signifie porter le poids de chaque erreur que fait votre famille. Mais la survie vous a appris une leçon plus dure et plus nécessaire, la vraie loyauté envers ceux que vous aimez n'exige pas que vous sacrifiez votre santé physique, votre intégrité professionnelle ou votre avenir pour préserver une façade. Lorsque vous sauvez constamment les gens des conséquences de leurs propres choix, vous ne les protégez pas, vous leur permettez simplement de continuer le cycle d'exploitation jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous à consommer. Poser une limite n'est pas un acte de cruauté, ni une trahison de votre histoire, c'est la seule façon d'honorer la personne que vous devenez réellement plutôt que le rôle que vous avez été forcé de jouer. Vous méritez une vie bâtie sur votre propre travail, définie par vos propres valeurs et soutenue par les limites que vous avez le droit absolu d'imposer. Vous êtes-vous déjà demandé combien de parties de vous-même vous avez silencieusement cédé à quelqu'un d'autre juste pour maintenir la paix, et à quoi pourrait ressembler votre vie si vous décidiez enfin de les garder pour vous-même ?